Le programme que vous allez voir est diffusé en haute définition. Retour sur une histoire vieille de 4000 ans. Celle du plus ancien manuscrit de la civilisation occidentale. Porteur d'un message intemporel et mystérieux, le livre des morts des anciens Égyptiens. Un guide d'initiation à l'au-delà. Sans doute l'un des premiers écrits religieux de l'humanité. Un égyptologue controversé s'ingénia à faire sortir clandestinement d'Égypte des trésors. Sachez que je ne tolérerai pas la moindre entorse à la loi, ni de vous, ni de vos amis autochtones. Comme l'un de ces précieux papyrus qui protégeaient les défunts des dangers de l'au-delà. Le livre des morts des anciens Égyptiens remonte aux sources de la civilisation. C'est la première vision du jugement dernier et une des premières réponses aux questions que se posent les hommes depuis toujours. Les momies sont les vestiges d'une des plus anciennes civilisations du monde. Ces témoins d'une culture disparue cachent sous leur linceul de précieux secrets. Familières et étrangères à la fois, elles nous rappellent que l'homme est mortel, tout en témoignant de son éternelle quête d'immortalité. Mais les momies s'inscrivent dans un cadre plus vaste encore. Les Égyptiens se croyaient promis à la vie après la mort. Après l'embaumement, tout défunt était appelé à ressusciter dans un autre monde. Pour son voyage dans l'au-delà, il emportait avec lui un guide, que l'égyptologue allemand Richard Lepsius baptisera « Livre des morts ». Ce rouleau de papyrus était déposé dans le tombeau, près de la momie. Le livre des morts était une sorte de guide qui, grâce à ses formules magiques, devait faciliter le voyage du défunt dans l'au-delà et l'aider à devenir immortel. C'était un livre de magie, un recueil de formules et d'incantations. Son rôle était avant tout de permettre aux défunts d'atteindre l'immortalité. Ce livre décrit ce à quoi le mort sera confronté dans l'au-delà, d'où l'appellation de livre des morts. C'est un ouvrage essentiel, car il relève de la quête d'immortalité. Les anciens Égyptiens croyaient en la survie de l'âme. Et cette croyance influençait leur vie tout entière. C'est dans l'antique cité de Thèbes, sous la 19e dynastie, qu'a vécu un Égyptien resté dans l'histoire sous le nom de Ani. Ani connaît l'un des âges d'or de l'Égypte pharaonique, une période appelée Nouvel Empire. Entre 1600 et 1200 avant notre ère, les souverains égyptiens conquièrent de vastes territoires, de la Nubie jusqu'à la Syrie. Grands bâtisseurs, Séti Ier et Ramsès II notamment, érigent d'immenses palais et de somptueux temples. Personnage de haut rang, Ani jouit alors d'un niveau de vie élevé. Cette période de prospérité est favorable, sinon indispensable, à un renouveau des rites funéraires et du culte des morts. La croyance en l'au-delà tient alors une grande place dans la société égyptienne. La mort fascine Ani et ses semblables, mais elle les préoccupe aussi. Car mourir sans les indispensables rites et préparatifs peut compromettre les chances d'accéder au paradis éternel.
Témoin de cette croyance en l'au-delà, cette exceptionnelle pièce d'art funéraire, connue sous le nom de papyrus d'Ani. En raison de sa haute qualité artistique, le papyrus d'Ani est à juste titre l'un des plus célèbres exemplaires du livre des morts. L'écriture et les illustrations raffinées, les vignettes, sont parmi les plus impressionnantes qui soient parvenues jusqu'à nous. Les égyptologues ont mis au jour plus de 25 000 exemplaires du livre des morts. Les plus anciens remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Les plus récents datent du IVe siècle de notre ère. C'est ici, au British Museum de Londres, que l'on peut admirer le papyrus d'Ani dans un état de conservation remarquable. Ce manuscrit, peint vers 1250 avant Jésus-Christ, contient 65 prières et formules magiques, illustrées par plus de 150 vignettes rehaussées de couleurs. Constitué de feuilles collées les unes aux autres, l'ensemble du rouleau mesure plus de 23 mètres. C'est l'un des plus longs papyrus connus. Mais l'acquisition de ce chef-d'œuvre est au cœur d'une controverse. C'est Ernest Wallis Budge, alors conservateur au British Museum, qui a rapporté ce papyrus d'Égypte en 1887. Auteur prolifique, Budge a écrit une centaine d'ouvrages sur l'Égypte ancienne, dont la plupart sont encore publiés de nos jours. On lui doit aussi quelques-unes des premières traductions de textes égyptiens majeurs. Pour le compte de son musée, il a constitué une collection de milliers de pièces, réputée parmi les plus beaux fleurons de l'art antique. Pourtant, l'œuvre de Budge ne fait pas l'unanimité. Sur place, il pillait et achetait tout ce qu'il pouvait. Les gens portent des jugements sans replacer les faits dans leur contexte historique. En ce temps-là, s'approprier des antiquités était une pratique courante. De notre point de vue, effectivement, ce serait un voleur. Mais à son époque, on voyait les choses autrement. Pourtant, c'est vrai, il frisait l'illégalité. C'était un voleur. On peut être un honnête homme toute sa vie, mais dès l'instant où on vole, on devient un voleur. Aujourd'hui critiqué, Budge est en son temps un traducteur respecté et un éminent conservateur du British Museum. À l'automne 1887, le musée l'envoie en Égypte pour enrichir sa collection. Son voyage en Égypte Budge se rend tout d'abord au musée égyptien pour y rencontrer des confrères égyptologues. Il est choqué par l'état déplorable des collections. Ce scarabée était supposé donner l'immortalité à celui qu'il possédait. Dans un endroit pareil, ce serait étonnant que le scarabée... Qu'un grand musée européen, Monsieur Budge. Mais il pourrait quand même dépoussiérer de temps en temps.
Et il pourrait aussi faire en sorte que ces chefs-d'œuvre ne soient pas abîmés par l'eau. On peut espérer que le nouveau directeur va remédier à cela. Ah oui, vous parlez du célèbre Monsieur Grébeau. Le Français Eugène Grébeau est alors directeur général des fouilles et antiquités de l'Égypte. L'opinion de M. Grébeau, c'est que les gens qui travaillent pour le British Museum font partie des voleurs qui pillent le patrimoine égyptien. C'est un Français, ça ne m'étonne pas. Monsieur Budge, ils viennent de découvrir un nouveau trésor. À Luxor. Ah, un trésor à Luxor. Vous avez une conception de l'archéologie différente de la mienne. Émile, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon assistant, Ramsey. Enchanté. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas l'intention de commettre un acte illégal? Mais bien sûr que non, voyons. Dans ce pays, acquérir des antiquités est considéré comme un vol. Non, ce n'est pas un vol. Vu la façon dont l'Égypte traite des trésors comme ceux que je vois ici, c'est une mesure de sauvegarde. Au revoir, Émile. Ces nouvelles découvertes intéressent fortement Budge. Sa priorité, se rendre à Luxor, à 700 km au sud du Caire. Et il est bien décidé à devancer tous les autres collectionneurs. Un homme du pays m'informa qu'on avait fait à Thèbes une formidable découverte. On avait trouvé sur la rive gauche du Nil un tombeau sans égal à sa connaissance qui contenait notamment plusieurs rouleaux de papyrus. Il me pressa de m'y rendre au plus vite pour entrer en possession de ces objets, avant que les autorités ne les saisissent et ne mettent leurs détenteurs en prison. La fin du 19e siècle est une période passionnante pour l'égyptologie. On assiste alors à l'émergence de l'archéologie moderne. Malgré cela, il y a toujours cette vieille tradition du pillage. Certains revendeurs d'antiquités allaient jusqu'à miner des sites pour les fouiller. Budge prélevait rarement lui-même des objets dans les tombes. Il préférait se fournir auprès de revendeurs. Ce marché noir florissant permit au British Museum de rassembler son extraordinaire collection. Mais il contribua aussi à détruire certains trésors archéologiques de l'Égypte. Ce commerce illégal d'antiquités était néfaste. L'Égypte a été pillée. C'est ce que nous appelons le viol du Nil. On a violé le Nil. On nous a volé notre héritage. Et maintenant, il est dispersé dans le monde entier. L'assistant de Budge le mène à un revendeur d'antiquités, qui lui remet un objet fascinant, récemment découvert à Luxor. Il protège le faible contre le fort, et il entend la plainte de celui qui est enchaîné. En 1887, Budge est l'un des rares Européens à savoir lire les hiéroglyphes. Alors c'est un vrai. Aucun doute. Je suis sûr que ce papyrus est authentique. C'est une description de Ra, le dieu soleil, 18e dynastie. Je crois pouvoir dire que c'est un fragment d'un exemplaire du livre des morts. J'appelle ce texte la Bible des Égyptiens. C'est le plus vieux texte religieux du monde, selon moi. Il est quand même pas plus vieux que la Bible. Si, je vous assure. Je m'avance peut-être un peu trop vite, mais ce texte semble un passage de la confession négative. C'est une liste des péchés que les humains ne doivent pas commettre, la véritable source des 10 commandements. Mahmoud? Oui, monsieur Budge. C'est le seul fragment de papyrus qui a été découvert? C'est pas le seul, non. Je sais que l'homme qui l'a trouvé... L'homme qui a trouvé le rouleau tout entier l'a découpé en petits morceaux de cette taille-là pour les vendre aux collectionneurs. C'est le seul que j'ai. Mais il était avec les objets qui viennent d'être découverts. Oui. Quelqu'un peut vous amener à l'homme qui l'a trouvé. Il est à Luxor. Le problème des antiquités vendues au marché noir, c'est qu'elles sont arrachées à leur contexte. Que ce soit au 19e siècle ou à l'heure actuelle, c'est tout aussi préjudiciable. Car nous ne pouvons plus alors comprendre pleinement ces objets. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous, Mahmoud. Je crois que vous préférez être payé en livres anglaises, n'est-ce pas? Ah, monsieur Budge, vous me connaissez bien. Un guide se tiendra à votre disposition demain matin, très tôt. Luxor est à quelques jours de voyage. Nous serons prêts à partir. Une course s'engage entre Ernest Wallis Budge et Eugène Grébeau, le nouveau directeur des Antiquités. Chacun espère prendre l'autre de vitesse. Budge veut avoir la primeur de cette découverte, dont il pressent l'importance.
Mais c'est seulement de nos jours que nous mesurons la portée historique du livre des morts. D'après les experts, c'est l'un des plus anciens corpus religieux du monde. Dans la Bible, l'Ancien Testament, le Coran, on évoque le sujet. Or, cette notion n'est pas apparue subitement, mais par étapes. Et le livre des morts est la première de ces étapes. Pour la première fois, l'homme commence à réfléchir à l'au-delà. Le livre des morts trouve son origine dans les plus anciens textes sacrés de l'Égypte, appelés textes des pyramides. Ils ont été gravés sur les parois des pyramides sous la 5e dynastie, vers 2300 avant Jésus-Christ. Plus tard, les souverains et les nobles font inscrire ces textes à l'intérieur de leurs sarcophages. Ils sont connus sous le nom de textes des sarcophages. Au début du Nouvel Empire, où la littérature et l'art connaissent un nouvel âge d'or, l'ensemble de ces formules et incantations portées par les sarcophages est transposé sur des rouleaux de papyrus qui étaient placés dans le tombeau avec la momie. En 1250 avant Jésus-Christ, du vivant du scribe Ani, les formules du livre des morts ont déjà plus de 1000 ans. D'après la mention portée sur son papyrus, Ani était scribe du temple, l'équivalent d'un comptable à l'heure actuelle. En sa qualité de scribe royal, il devait tenir le registre de toutes les offrandes faites aux dieux. Les temples étaient des institutions religieuses, mais aussi économiques. Ani était à la fois comptable des offrandes divines et responsable des greniers à céréales. Scribe de profession, Ani appartient à l'élite cultivée de la société égyptienne. Préoccupé par sa survie dans l'au-delà, il envisage de se procurer un livre des morts. Le livre des morts était probablement fabriqué dans la maison de vie, une institution qui faisait partie intégrante des grands temples. C'était un lieu d'instruction religieuse. C'est là aussi que l'on élaborait les rituels et les mythes et que l'on rédigeait et copiait les textes funéraires. Ani a certainement rencontré un prêtre pour s'informer sur ce précieux manuscrit. Il existait deux possibilités pour obtenir ce papyrus. Certains Égyptiens passaient commande d'un livre des morts attitré. En échange d'une somme sans doute élevée, ils obtenaient un manuscrit de très bonne qualité et spécialement exécuté pour eux. Mais un grand nombre de livres des morts étaient également fabriqués sans mention du propriétaire. Le nom du propriétaire, qui est répété tout au long du livre des morts, était laissé en blanc. Si bien qu'il suffisait, quand un acheteur se présentait, de rajouter son nom. Et le livre était prêt à être déposé dans sa tombe. Les temples du Nouvel Empire sont des lieux de culte et de commerce. Tout débute par la fabrication de papyrus à partir de la plante du même nom qui pousse en abondance sur les bords du Nil. Des lanières découpées dans la tige ligneuse sont superposées en couches, humidifiées, puis compressées pour obtenir des feuilles. Sous un climat sec comme celui de l'Égypte, le papyrus est un matériau extrêmement stable. Il peut traverser les millénaires sans se dégrader. Sur ce papyrus sont ensuite copiées les incantations du livre des morts. La profession de scribe était parmi les plus honorables dans l'Antiquité. Les scribes possédaient le savoir.
Or, le savoir, c'est le pouvoir. Mais on ne devenait pas scribe par hasard. Il fallait de très longues années d'apprentissage. Dès leur plus jeune âge, les garçons étaient envoyés à l'école de scribe du temple ou du palais royal. Là, ils devaient assimiler les quantités de symboles de la langue hiéroglyphique. Dans l'Égypte ancienne, la langue avait en soi un caractère magique. Elle possédait une puissance créatrice. Un peu comme il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, au commencement était le Verbe. C'est un principe originel de la langue. Et c'est sûrement aussi le fondement du livre des morts, créer une vie bienheureuse après la mort. Ultime étape. Les illustrations, appelées vignettes, sont peintes dans le livre des morts. Les anciens Égyptiens attribuent à ces images des vertus magiques, le pouvoir d'influencer le destin. Cela fait penser à une sorte de fabrication en série. Sur commande, on confectionnait, on assemblait un livre des morts. Cet achat affectait la famille tout entière. C'était très cher, peut-être la moitié des revenus annuels d'un haut personnage comme Annie. Face à pareilles dépenses, Annie et sa femme, Toutou, pèsent le pour et le contre. Un choix difficile pour cette famille du Nouvel Empire. Pourvoir au quotidien ou miser sur l'éternité. La culture de l'Égypte ancienne était, dit-on, tournée vers la mort. Il existe peu de vestiges de la vie quotidienne des Égyptiens. Pourtant, nous en savons long sur eux grâce à l'intérêt passionné qu'ils portaient à leurs tombeaux, trésors, papyrus et momies. La technologie du XXIe siècle apporte un nouvel éclairage sur cette civilisation millénaire. Grâce aux moyens de l'imagerie médicale, les égyptologues peuvent reconstituer en images virtuelles les détails de l'anatomie sans endommager la momie. Sous les bandelettes, une amulette protège le défunt contre les dangers de l'au-delà. Lors du bandelettage, on plaçait des amulettes protectrices de part et d'autre du corps pour assurer la survie du mort dans l'au-delà. Certaines de ces amulettes sont aussi associées à des extraits du livre des morts, ce qui confirme qu'elles sont bien destinées à protéger le défunt contre des dangers spécifiques pendant son voyage dans l'au-delà. Mais pourquoi les Égyptiens tenaient-ils à conserver leurs dépouilles mortelles? Les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts parce qu'ils croyaient que l'âme avait besoin d'une enveloppe corporelle pour pouvoir profiter de tous les plaisirs physiques de l'au-delà. C'est pour cela qu'ils conservaient leur corps. L'âme regagnait le corps et le défunt pouvait alors manger, boire et goûter aux autres joies qu'offrait l'au-delà. La momification était un rite complexe. Les embaumeurs retiraient tous les organes internes, les poumons, le foie, l'estomac et les intestins. Ces viscères étaient placés dans des urnes funéraires, les vases canopes, qui étaient déposés dans la chambre funéraire avec la momie. Au moyen d'un long crochet, le cerveau était extrait par les narines. Pour les Égyptiens, cet organe n'avait qu'une importance secondaire. Là, on voit l'endroit.
Ils passaient à travers le nez et ensuite ils perçaient un trou dans la paroi crânienne pour retirer le cerveau. Une fois le cerveau retiré, on faisait fondre de la résine et on versait ce liquide dans les narines. Puis on bougeait la tête dans tous les sens pour en revêtir la boîte crânienne. Cette opération servait à empêcher la prolifération de bactéries dans le crâne. Le cœur était le seul organe laissé en place. Siège de la raison et des sentiments, les Égyptiens le jugeaient indispensable dans l'au-delà. Ensuite, on procédait au lavage du corps. Il était recouvert de natron, un sel qui le desséchait complètement. Après 40 jours, on frottait le corps avec des huiles odorantes et des onguents. Puis commençait l'enroulement des bandelettes selon un rite solennel. La momification achevée, le mort était inhumé. Mais l'embaumement n'était que le début d'un long voyage. Un voyage entrepris par l'âme du défunt, guidé par le livre des morts. À condition de penser à se prémunir. Et Annie, le scribe, y songe plus que jamais. Après la mort, on arrive dans l'au-delà où commence un dangereux voyage. L'âme doit surmonter toute une série d'épreuves avant que le défunt ne puisse renaître à la vie éternelle. Le livre des morts contient les bonnes réponses et apporte ainsi une protection. C'est une quête d'immortalité. Sans le contenu du livre des morts, le défunt ne pourra jamais accéder à la vie éternelle. Or, ça comptait plus que tout pour les anciens Égyptiens. L'investissement était important et le choix difficile. Il existait 186 formules magiques et incantations diverses. Chaque livre des morts était élaboré en fonction des besoins particuliers de son futur propriétaire et de ses moyens financiers. Les prêtres guidaient l'acquéreur dans le choix des formules qui lui seraient indispensables dans l'au-delà. J'ai tendance à penser qu'au début, ces livres des morts n'étaient qu'un moyen d'avoir une petite rentrée d'argent supplémentaire. Mais dès que les riches ont été persuadés qu'ils devaient absolument posséder ce livre, les prix se sont envolés. Posséder un livre des morts attitré devait être révélateur du statut social à l'époque. Les livres des morts étaient pratiquement inabordables pour l'Égyptien moyen. Certaines découvertes archéologiques le confirment. Seuls les membres de l'élite possédaient ces manuscrits. Mais c'est déjà là le reflet d'une évolution au sein de la société égyptienne. Car à l'origine, l'embaumement et la vie dans l'au-delà parmi les dieux étaient exclusivement réservés aux pharaons. Plus tard, à l'époque d'Ani, vers 1200 avant Jésus-Christ, la classe moyenne, et même les pauvres, espéraient connaître eux aussi la vie éternelle. La vie après la mort se démocratise, pourrait-on dire. À l'origine, ces textes funéraires étaient réservés aux souverains. Ensuite, dans le Moyen Empire, la haute noblesse y a aussi droit. Et dans le Nouvel Empire, subitement, une population beaucoup plus large y a accès. Dans le Nouvel Empire, tout le monde pouvait posséder un livre des morts. On en a retrouvé dans les tombes de particuliers, aussi bien que dans celles de nobles, que dans celles d'artisans. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance.
Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne elle-même ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils, Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Les convictions éthiques et religieuses de nombreux peuples, quelles que soient leurs origines ou l'époque de leur apparition, ont énormément en commun. Quand Ernest Wallis Budge arrive en Égypte en 1887, le pays est placé sous la tutelle d'une coalition européenne. La Grande-Bretagne et la France se partagent le contrôle du pays et du très stratégique canal de Suez. Pendant plusieurs dizaines d'années, ils vont diriger ensemble la politique et l'économie de l'Égypte. Une union malaisée. Et les hommes comme Budge ne facilitent pas cette alliance. Budge est déterminé à collecter à Luxor des antiquités pour son musée. Même s'il faut pour cela défier le nouveau directeur général des Antiquités, le Français Eugène Grébeau. Monsieur Budge, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez devoir me suivre. Ah oui? De quoi s'agit-il? C'est Monsieur Grébeau qui m'envoie. Il a besoin de vous voir. Il a besoin de me voir. Dans ce cas, laissez-moi avec ce monsieur, Ramsey, et nous nous retrouvons devant l'hôtel à 9 heures précises. Monsieur Grébeau avait écrit un très bon ouvrage sur la religion égyptienne. Mais de par son tempérament et sa formation, il n'était pas fait pour le poste qui lui avait été confié. Asseyez-vous. Vous devez l'attendre ici. Ici? Tous ceux qui avaient à cœur le bien de l'Égypte furent déçus par sa nomination. Pardonnez-moi d'avoir utilisé ce stratagème, Monsieur Budge. Vous comprenez certainement qu'il serait gênant pour le directeur du musée égyptien de se montrer en public avec un homme de votre réputation. Vous êtes monsieur Grébeau, je présume? Sachez que je considère ma réputation et celle du musée pour lequel je travaille comme deux des piliers de mon honneur. Je peux me joindre à vous pour le thé? Ne vous faites pas d'illusions, car cette fois, vous allez rentrer au British Museum les mains vides, Monsieur Budge. En tant que gardien des antiquités égyptiennes, je dois vous informer que je suis bien décidé à empêcher le pillage des trésors de cette grande nation. Monsieur Grébeau, le but que s'est donné le British Museum, c'est la préservation du patrimoine de l'humanité. Mon prédécesseur a jugé utile de m'informer que lors de votre dernier passage, vous aviez quitté l'Égypte avec plus de 1400 antiquités. Votre prédécesseur en question a envoyé la même quantité d'objets au Louvre. Faire sortir des antiquités de ce pays est une grave infraction à la loi, Monsieur Budge. Et j'ai l'intention de faire respecter la loi avec fermeté. Quiconque sera soupçonné de se livrer au trafic d'antiquités sera soumis à un interrogatoire et risque même d'être torturé. Ce n'est pas en menaçant les hommes et les femmes qui vivent ici que vous arriverez à gagner leur confiance. Mais je n'ai que faire de leur confiance. Je veux seulement qu'ils obéissent. Toutes les antiquités sont la propriété de l'État et doivent être confiées au musée national. Mais de nombreux habitants de ce pays vivent du commerce d'antiquités depuis plusieurs générations. Alors, au lieu de les combattre, vous seriez mieux inspiré d'en faire vos alliés. Ils vous aideront certainement à découvrir d'autres trésors. Non, la loi est très claire. Toutes les antiquités égyptiennes dépendent de mon administration, que ce soit avant ou après qu'elles aient été découvertes. Et sachez que je ne tolérerai pas la moindre entorse à la loi, ni de vous, ni de vos amis autochtones.
Très bien. Je regrette, il est évident que nous ne voyons pas les choses du même œil. N'est-ce pas? Ne vous opposez pas à moi, Monsieur Budge. J'ai la réputation de pouvoir être un ennemi très désagréable. Monsieur Grébeau, pour moi, vous n'êtes pas un ennemi. Vous êtes juste désagréable. Au revoir. Les autorités françaises n'hésiteront pas à l'arrêter si elles le surprennent en train d'acheter des antiquités. Et Budge le sait. Mais il est bien décidé à se rendre à Luxor. Non, mais attendez, ne me dites pas que c'est sur le dos de cet animal que je vais aller jusqu'à Luxor. Ça va vous plaire, monsieur. Annie, Abend. يا وديع يا كنيفة يا تبيها مو. Et le livre des morts est le seul gage de vie éternelle. أنا اشتمكوا أراديت الشاكوا. ويتاخ بنا. أفوخ. برد شرب لخو. Chaque manuscrit du livre des morts était une pièce unique. À notre connaissance, il existe 189 chapitres susceptibles de figurer dans le livre des morts. Mais il est extrêmement rare qu'ils s'y trouvent tous. En fonction de leur propre théologie ou des préférences de leurs clients, les scribes avaient une certaine liberté pour composer chaque recueil. Ces formules étaient des textes magiques et des incantations qui devaient aider le défunt à accéder à la vie éternelle, à obtenir l'immortalité. Les formules contenues dans le livre des morts devaient par exemple repousser les attaques de démons. Il existe même une formule pour éviter aux défunts de mourir une seconde fois. Un dur labeur attendait les Égyptiens dans l'au-delà. Ils devaient labourer et cultiver les champs des dieux. Anout. Ah, Nanouin, Shabti. Nashiet, Lav, Ufat, Lav. Le chapitre 6 permet aux défunts de faire appel à des Ouj-Béti pour exécuter à sa place toutes les corvées. Ce chapitre 6, tout le monde voulait l'avoir dans son livre des morts, pour ne pas se retrouver dans l'au-delà sans serviteur. Les Égyptiens mettaient même des notes à ces formules. Certaines obtenaient la note excellent ou 1 million de fois bon. Comment les morts faisaient pour transmettre leurs appréciations, ça je me le demande. Pour les Égyptiens, le cœur était l'organe le plus important. Ils le considéraient comme le siège de l'âme. L'essence de chaque être, ses pensées, ses croyances, tout venait du cœur. Ils le laissaient donc dans le corps du défunt parce qu'il allait lui être essentiel pour parvenir à la vie éternelle. À organe exceptionnel, protection exceptionnelle. C'était le rôle du scarabée du cœur. L'amulette qui était placée sur le cœur représentait un scarabée. Car en Égypte, le soleil levant était symbolisé par un scarabée ailé s'élevant au-dessus de l'horizon. Le scarabée était donc associé au soleil levant qui lui-même était symbole de renaissance. Sur le scarabée était inscrite une formule tirée du livre des morts qui expliquait que l'on n'avait pas menti, pas volé, pas trompé, que l'on avait le cœur pur, c'est-à-dire justifié. Le scarabée du cœur était une sorte d'aide-mémoire pour le mort. Ils craignaient que leur cœur puisse révéler certains détails de leur vie qui pourraient détruire leur chance d'accéder à l'immortalité. Le texte du livre des morts est complété de riches illustrations, au rôle tout aussi important.
Les illustrations sont là pour donner un petit coup de pouce aux formules magiques. Par exemple, la formule contre le scarabée démon qui risque de vous dévorer est accompagnée d'une image montrant quelqu'un en train de le repousser. Ça devait rendre la formule encore plus efficace et aider le mort à se débarrasser de cette sale bête. L'exécution du papyrus d'Ani a sans doute nécessité des mois, voire une année de travail. Pour les Égyptiens, cela valait bien tout ce temps et tous ces efforts, car ce recueil était destiné à durer toute l'éternité. On imagine la joie d'Ani quand, enfin, son manuscrit a été achevé. Parmi les nombreux livres des morts parvenus jusqu'à nous, le papyrus d'Ani se distingue par sa qualité et son raffinement artistique. C'est l'un des sujets de prédilection du graphiste et producteur littéraire James Wasserman. Quand j'ai vu ce papyrus, j'en ai eu le souffle coupé. C'était tout simplement incroyable. Les couleurs, la richesse, le mystère des images, il s'en dégageait une puissance phénoménale. J'ai aussi étudié le texte pour essayer de découvrir ce que ce livre était censé être. James Wasserman a publié un ouvrage consacré au papyrus d'Ani. Il y reproduit l'intégralité du rouleau, combiné à sa traduction en anglais. Quand on étudie, quand on médite les images et les textes du livre des morts, on y perçoit un sentiment de fierté, d'appartenance. L'initié cherche à apprendre, à persévérer, tandis que sa moralité est mise à l'épreuve. Ici, nous voyons Ani et Toutou dans la scène à la plus grande tension dramatique de tout le manuscrit. Le cœur d'Ani est posé sur le plateau d'une balance, avec pour contrepoids la plume de la vérité appartenant à la déesse Maat. Si le cœur du défunt est plus lourd que la plume, il sera immédiatement dévoré par ce monstre, Amit. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'est qu'une étape vers une autre vie, un passage vers un autre monde. La femme d'Ani vient de mourir. Le papyrus ne sera pas placé dans sa tombe. Pourtant, il la guidera elle aussi, car un seul et même manuscrit vaut pour un couple qu'il vise à réunir dans les champs des roseaux. Toujours aussi déterminé, Wallis Budge est en partance pour Luxor, la Thèbes du Nouvel Empire. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez compter sur un autre bakshish à mon retour. Shukran, merci. Mais sa chasse au trésor risque de tourner court. Monsieur Budge. Vous revoilà, vous? Qu'est-ce que vous voulez de moi, cette fois? Vous êtes en état d'arrestation. Sur ordre d'Eugène Grébeau, le nouveau directeur des antiquités égyptiennes, qui compte bien, lui aussi, arriver le premier à Luxor. Je reviens dans un instant. Ne bougez pas d'ici. Informé du départ de Grébeau pour Luxor ce matin-là, Ramsay a promis au capitaine une récompense de 50 livres si son embarcation s'échouait. Il aura sa récompense. C'est ce que j'appelle une excellente initiative, Ramsey. Wallis Budge est réputé pour user de méthodes parfois discutables. C'est aujourd'hui encore matière à controverse. Un des problèmes avec Budge, c'est qu'il n'était pas archéologue. Il prenait des raccourcis et s'arrangeait avec les lois. Et ce, à une époque où on pouvait tout acheter ou presque. Quand il s'agissait de collecter des antiquités, il n'était pas très à cheval sur l'éthique.
J'ai l'impression que Budge, avec toutes ses astuces et ses manigances, tenait plus d'Indiana Jones que du bon vieux savant qui travaille dans l'ombre au British Museum. D'autres défendent Budge. Ses méthodes auraient été dictées par les circonstances. Quand on songe au nombre d'antiquités qui ont disparu, qu'elles aient été détruites ou volées, on ne peut qu'être reconnaissant à une crapule comme Budge. En soudoyant des fonctionnaires ou en recourant à une foule de curieux subterfuges, il a eu le mérite de sauver toutes ces pièces. Il s'est servi de son influence et de son expérience, mais aussi de son amitié avec d'autres égyptologues étrangers présents en Égypte pour voler d'innombrables antiquités et les faire sortir du pays au profit du British Museum. Et ça, ce n'était pas loyal. Budge se met enfin en route pour Luxor, toujours avec une longueur d'avance sur Grebo. Dès mon arrivée à Luxor, je constatais que les marchands proposaient quantité d'objets précieux prélevés dans des tombeaux de Thèbes Ouest. Mais si, regardez. Non, je vous assure. Non, je cherche des antiquités. Antiquités? Venez voir par là, j'en ai. La population locale ne faisait pas grand cas de la mainmise du gouvernement sur toutes les antiquités. Après tout, le pays en contenait à profusion. Ça sera 10 livres seulement. Oh, beaucoup trop cher. Alors 5 livres pour vous. Alors que l'argent, lui, était rare. Shukran. Afwan. Shukran. Afwan. Afwan. Face à ces ruines, Wallis Budge ne peut qu'imaginer leur splendeur du temps des pharaons. C'est au même endroit, 3000 ans auparavant, alors que Luxor s'appelle encore Thèbes, qu'Ani a passé commande de son livre des morts. Il ne devrait pas tarder à pouvoir juger de son utilité dans l'au-delà. Nous ignorons les circonstances de la mort d'Ani. En revanche, nous avons une idée assez précise de son inhumation. En sa qualité de scribe royal, Ani appartenait à l'élite de la société. Ses funérailles ont dû être raffinées et coûteuses. Il existait, nous le savons, différents types de momification dans toutes les catégories de prix. Les pauvres ne pouvaient s'offrir que des prestations bas de gamme. Ils étaient généralement ensevelis dans le sable par leur famille, à proximité d'un autre tombeau ou d'une pyramide, dans l'espoir qu'ils puissent en quelque sorte suivre le mouvement. Pour les funérailles de première classe, l'embaumement pouvait durer jusqu'à 272 jours et on bénéficiait des meilleurs cercueils et sarcophages. Après l'embaumement, le défunt est placé sur un traîneau en forme de bateau tiré par des bœufs pour être conduit jusqu'à sa tombe dans l'une des vastes nécropoles situées sur la rive gauche du Nil. De nombreuses illustrations dépeignent les funérailles égyptiennes. Outre la famille en deuil, la procession funéraire se compose de musiciens, de danseurs, de prêtres et de pleureuses professionnelles. À la fin de la cérémonie, le livre des morts est déposé près de la momie, dans le tombeau. Le défunt est prêt à entreprendre son voyage dans l'au-delà.
Les pharaons de l'ancienne Égypte étaient inhumés dans de somptueux tombeaux. D'abord dans des pyramides, dont les premières ont été construites en 2600 avant Jésus-Christ, puis dans la célèbre vallée des rois, qui pendant 5 siècles a accueilli bien des familles royales. Les classes moyennes et supérieures, quant à elles, possédaient leur propre nécropole, avec des tombes individuelles. Richement pourvues de bijoux et d'objets usuels, ces tombes ont été, au fil des siècles, la cible des pilleurs. À l'époque où Ernest Wallis Budge arrive à Luxor, le pillage de tombes est une profession établie, qui se perpétue de père en fils depuis des générations. De nombreux autochtones faisaient ouvertement commerce d'antiquités. Ils détestaient les employés du service des antiquités, qu'ils soupçonnaient de vouloir faire main basse sur les objets, non pas pour les conserver au musée du Caire, mais afin de les revendre pour leur propre compte. Ils étaient disposés à traiter avec n'importe qui, sauf avec les représentants du gouvernement égyptien. C'est Sam. Je veux bien vous vendre des objets anciens, parce que vous en avez déjà acheté à des membres de ma famille. Mais je compte sur vous. Surtout, ne venez jamais ici avec le français. Ne lui parlez pas de nous. C'est bien compris. Soyez tranquille, Sam. Je n'amènerai jamais le français ici, c'est certain. Budge reste souvent très vague quant à l'origine exacte de ses pièces, parce qu'il traitait avec des revendeurs qui ne lui fournissaient que des indications floues sur leur provenance. Selon toute probabilité, Budge se rend à Kerna, un village situé sur la rive gauche du Nil, à proximité de la vallée des rois. Les habitants y ont construit leur maison au-dessus d'une nécropole de nobles, dont ils ont organisé le pillage systématique tout au long du 19e siècle. Ce que vous voyez là, c'est mes plus beaux trésors. 19e dynastie. Je crois que je peux vous en donner à bon prix. Combien vous voulez pour l'ensemble, Sam? Pour tout ça, je veux 200 livres, monsieur Budge, parce que c'est très très rare. Je peux regarder ça aussi? Ça, c'est bon à acheter. C'est des choses cassées. Ça vaut rien. Prenez tout. Extraordinaire. Le sceau est encore intact. Je crois que nous avons sous les yeux un document qui n'a pas été lu par un homme depuis au moins 30 siècles. Il est écrit « Salut à toi, Ra, créateur des dieux ». Incroyable. Ramzi, ce que je tiens là, c'est un exemplaire intact, parfaitement conservé, du livre des morts, préparé pour Ani, scribe du pharaon. Le papyrus d'Ani est une découverte fascinante pour Budge. L'égyptologue sait qu'il représentait pour son possesseur la clé de la survie dans l'au-delà. Les Égyptiens considéraient l'au-delà comme un endroit dangereux et la mort comme une crise à surmonter. Pour les Égyptiens qui aimaient la vie, la mort était un fâcheux contretemps. Avec la mort commence un long et périlleux voyage. Selon la croyance égyptienne, après sa mort, le défunt se réveille dans le monde inférieur, la Douat, un endroit mystérieux où il sera confronté à des épreuves et des dangers.
Le plus grand des défis, c'était d'échapper aux puissances démoniaques qui étaient à l'affût dans l'au-delà et qui menaçaient à la fois les divinités du monde inférieur et les défunts. Pour les Égyptiens, la mort était une crise qu'ils devaient surmonter. Ils étaient optimistes et pensaient pouvoir y arriver, mais moyennant des épreuves et des difficultés. Certains chapitres du Livre des Morts dépeignent un monde où les morts sont menacés par des créatures malfaisantes. Les hiéroglyphes avaient le pouvoir de s'animer, comme par magie. Un peu comme dans un jeu vidéo dans lequel on doit affronter l'un après l'autre une armée d'ennemis et surmonter des obstacles. Les Égyptiens allaient jusqu'à détériorer certains hiéroglyphes à l'aspect menaçant pour qu'ils ne puissent pas se retourner contre eux. Un des hiéroglyphes les plus courants, par exemple, représente une vipère à cornes, un des serpents les plus mortels au monde. Ce symbole est utilisé dans beaucoup d'incantations et de textes. On le découpait en deux pour empêcher la vipère de se matérialiser et d'attaquer le mort. Mais les formules magiques protègent Annie. Dans l'au-delà, les défunts ont aussi des alliés. Les textes funéraires nous apprennent que le défunt était immédiatement accueilli par le dieu Anubis, surnommé le guide des chemins. C'est lui qui guidait le mort dans l'au-delà. Anubis est une divinité majeure du monde inférieur. Notamment associé à l'embaumement et au rite funéraire, il est toujours représenté avec une tête de canidé. Il est assimilé aux chacals et autres chiens sauvages qui vivaient en bordure des vallées égyptiennes, là où se trouvaient les nécropoles. Si bien qu'il y a toujours eu cette étroite association entre les chiens sauvages et le monde des morts. Le dieu Anubis est à la fois gardien et guide des défunts. Son rôle est de les mener en toute sécurité à travers l'au-delà, jusqu'à la salle du jugement. Un des chapitres majeurs du Livre des Morts est consacré à un rite mystérieux, l'ouverture de la bouche. Ce que j'aime dans ce rituel, c'est que l'on y procède à l'ouverture symbolique de la bouche, mais aussi des yeux et des oreilles. C'est un véritable message philosophique. Le but de cette cérémonie, c'est l'éveil spirituel du corps. Par l'ouverture de la bouche, le défunt retrouve ses facultés vitales qui ont cessé à sa mort. Le corps devient un réceptacle pour l'âme du défunt. Dès cet instant, il peut voir et savourer les offrandes, sentir l'encens, il peut entendre les prières qui sont dites, et il peut se servir du livre des morts et s'en aider pour voyager dans l'au-delà. Le but ultime du défunt est d'atteindre les champs des roseaux, ou champs des offrandes, sorte de paradis où il pourra séjourner éternellement. À condition d'avoir surmonté toutes les épreuves. À Luxor, Budge n'a qu'une petite longueur d'avance sur les autorités françaises et égyptiennes. Ramzi, viens voir. C'est extraordinaire. Ce rouleau a plus de 3000 ans et les couleurs sont toujours aussi éclatantes. Oui, on dirait que ce personnage est encore en vie.
Est-ce que tous les livres des morts sont comme ça? Oh non. Et j'en ai vu beaucoup, comme tu le sais. Une découverte pareille, ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un homme. Qu'une fois, même dans plusieurs vies. Alors, ce qui me préoccupe maintenant, c'est de mettre ce papyrus en sûreté. Aïwa, marhaba, marhaba, Fendi. Monsieur Budge, acceptez-vous de boire le café avec moi et toute ma famille? Bien sûr. Budge est sur le point de partir quand surviennent des visiteurs indésirables. Café turc pour tout le monde, pour tous les travailleurs. Café, café... Vous me proposez le café à moi aussi? Non merci, monsieur Budge. Je suis trop occupé à pourchasser et à arrêter les voleurs d'antiquités. Omar, dites à vos hommes de confisquer tous ces objets. Tout ça m'appartient! Non, tout ça devrait être dans les musées égyptiens. Et toi, tu devrais être en prison avec les criminels. Nous avons déjà arrêté tous les pilleurs de tombes de la région. Mais nous aimons garder le meilleur pour la fin, il semblerait. Vous exagérez, Grébeau. Tous ces hommes travaillent au service du gouvernement britannique. Gardez votre calme, monsieur Budge. Vous aimez me faire passer pour un imbécile, mais je ne me laisserai pas berner cette fois. Assurez-vous que tout sera chargé demain matin et que la caravane sera prête à partir pour le Caire. Le rouleau de papyrus est tombé aux mains des autorités. Budge craint maintenant que cette pièce exceptionnelle soit volée, puis découpée pour être vendue au marché noir. Me voilà en fâcheuse posture, emprisonné à Luxor. Accusé par un Français, un comble, d'être un pilleur de tombes. Et tout cela, après avoir fait sans doute la plus grande découverte de ma carrière. Un rouleau funéraire appartenant à un scribe nommé Annie. Richement coloré, débordant de fantastiques illustrations. Un manuscrit vieux de plusieurs millénaires. Selon moi, c'est peut-être la première fois que l'homme a exprimé par écrit ses convictions spirituelles. Une découverte d'une véritable profondeur. Évidemment, j'aurais besoin de temps pour l'étudier et en saisir pleinement la signification. Mais hélas, il est peu probable que je le tienne de nouveau entre mes mains. Guidé par son papyrus, Annie entreprend son voyage dans l'au-delà. Au terme de son parcours, il doit parvenir à la salle du jugement, où les dieux décideront s'il mérite ou non de séjourner au royaume des bienheureux. Mais des dangers le guettent en chemin. Les incantations et formules magiques lui offrent une protection contre les créatures malfaisantes qui risquent de s'attaquer à lui. Une formule permet de repousser un coléoptère géant et nécrophage appelé Acharou. Le monde inférieur est un endroit étrange. Dans la croyance des Égyptiens, c'est un lieu où ils sont confrontés au chaos. Après la création, a surgi une île sur laquelle régnait un ordre juste. Mais la majeure partie de l'univers demeurait dans le chaos et était donc irrationnel. Le livre des morts traite surtout de magie, de la lutte contre des puissances irrationnelles par des moyens irrationnels. « 1887, 3000 ans plus tard. Les autorités ont confisqué le papyrus. Ernest Wallis Budge est contrarié. Je suis submergé par un sentiment d'impuissance. À chaque instant passé à croupir dans cette cellule, le papyrus d'Annie s'éloigne un peu plus. Il sera bientôt hors de ma portée. لا يا ولد، انهض يا ولد، لا. بادج الإنجليزي وحسان السارق، أنتما حران، أنتما لقاء من هنا.
Antalira, les Madahada, les... Et pourquoi ils nous laissent sortir? Bachiche. Les gardes en faction devant l'entrepôt représentent eux-mêmes une menace. Ils risquent de faire main basse sur le papyrus. Ils savent que le rouleau leur apportera plus d'argent s'ils le découpent en morceaux qu'ils pourront vendre au détail. Ils trouveront vite des acheteurs et Grebo ne remarquera même pas que le document a disparu. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Si le papyrus sort de l'entrepôt, ce sera un désastre. On ne le retrouvera jamais entier. Vous avez une idée? J'ai remarqué un détail intéressant. Regardez l'hôtel. L'entrepôt est construit contre l'un de ses murs. Ernest Wallis Budge a toujours eu une réputation ambiguë. Pour lui, et on le savait, tous les moyens étaient bons quand il s'agissait d'obtenir des objets pour le British Museum. Dans son autobiographie, Budge révèle les détails de son plan. Parmi les maisons placées sous surveillance, il s'en trouvait une petite qui était contiguë au mur du jardin de l'hôtel Luxor. Or, cette maison était source de toutes mes angoisses, car c'est là qu'ils avaient entreposé le papyrus d'Annie. Mon seul espoir était de convaincre l'hôtelier. Ce qui veut dire que ces trésors de l'histoire de l'Égypte vont bientôt être saccagés. Au mieux, ils seront mis sur un bateau en partance pour la France. Et ce désastre aura été provoqué par un regrettable malentendu avec M. Grebo. Mais il est encore possible de sauver ce trésor. En fait, il se pourrait même que l'un de ces objets précieux vienne décorer l'un des murs de votre hôtel. Si l'idée vous intéresse, il suffirait de procéder à quelques petits aménagements. Quel genre de petits aménagements? Budge engage plusieurs hommes pour percer le mur de l'hôtel dans l'espoir de déboucher à l'intérieur de la maison où est entreposé le papyrus d'Annie. C'est étonnant à quel point ils travaillent vite. Pas tant que ça, en fait. Ces hommes-là creusent dans les caves de leur maison depuis des siècles pour trouver un trésor dans une tombe. Le mur d'un hôtel construit il y a 50 ans, vous pensez bien que c'est de la rigolade pour eux. Le temps est compté. Budge n'a qu'une seule nuit devant lui. Demain matin à l'aube, les autorités transféreront le papyrus au Caire. Si l'âme errante respecte les instructions du papyrus, elle parvient finalement dans la salle du jugement, lieu de l'ultime épreuve. Ici l'attendent 42 dieux devant 42 portes. S'adressant tour à tour à chacun de ces dieux, le défunt énumère tous les péchés qu'il n'a pas commis. Celui qui ne connaît pas les réponses adéquates ne pourra probablement pas franchir la porte et accéder à l'autre vie. Le défunt proclame son innocence en se soumettant à la confession négative. C'est une litanie de méfaits que le défunt affirme ne pas avoir commis. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas couché avec la femme d'un autre, et ainsi de suite. C'est révélateur, ça en dit long sur ce que faisaient sans doute beaucoup d'Égyptiens. Là encore, les formules du livre des morts sont la seule parade. Il ne faut pas voir là une volonté de confession et de repentir. Non. C'est une incantation destinée à effacer tous les péchés que le défunt aurait pu commettre sur terre. La plupart des 10 commandements sont cités dans la confession négative. Les commandements de l'Ancien Testament, écrits plusieurs centaines d'années plus tard, pourraient-ils être issus du livre des morts? Le livre des morts ne contient aucune allusion à un Dieu unique ou au fait de n'adorer qu'un seul Dieu. En revanche, on y retrouve presque tous les autres interdits énumérés par les 10 commandements. L'Égypte était la terre natale de Moïse. De bien des façons, le livre des morts et la culture égyptienne ont eu une influence sur la Bible. Que la confession négative soit ou non la source des 10 commandements, tout Égyptien devait avoir mené une vie honnête. Les dieux étaient nombreux à poser des questions comme « Qu'as-tu fait ?» Un peu comme lors d'un examen. Ils posaient des questions test pour voir si le mort avait bien ou mal agi.
Il fallait ouvrir chaque porte. Mais ces portes, ce n'était pas facile de les franchir, parce qu'elles étaient toutes gardées par d'énormes scorpions. Si vous ne répondiez pas aux questions, ils vous dévoraient. Annie rencontre tous les dieux énumérés dans le livre des morts. Des dieux aux noms terrifiants, comme l'avaleur d'ombre ou le briseur d'os. Awasif. Pira Miana. Anij Anata. À chaque réponse exacte, Annie passe une nouvelle porte. Une fois franchie la dernière porte, son âme rencontre le dieu Horus, le fils à tête de faucon d'Isis et d'Osiris. C'est lui qui mène Annie à l'épreuve finale, dans la salle du jugement. Vient alors le moment décisif, la pesée du cœur. Les Égyptiens imaginaient devoir relever de nombreux défis dans l'au-delà. Le plus important était de comparaître avec succès devant le tribunal d'Osiris et d'être jugé digne de séjourner au royaume des bienheureux. Le cœur symbolisait l'intelligence du défunt, ses sentiments et même sa raison. Dans le cœur se trouvait l'essence de chacun, ses bons et ses mauvais actes. Le défunt doit remettre à Anubis son amulette de cœur, qui sera pesée contre une plume de la déesse Maat. La déesse Maat incarnait la vérité, la justice, l'ordre et l'équilibre. Le cœur ne devait pas être plus lourd que la vérité, ni plus léger. La balance devait être en équilibre. Cette notion est passée dans le langage courant. On emploie encore des expressions comme « d'un cœur léger ». Aucun mort ne voulait tout miser sur la seule pureté de son cœur. D'où le livre des morts et ses formules magiques qui pourraient l'aider, le sauver in extremis. Mais l'échec était possible s'il ne faisait pas bon usage des formules du livre des morts. Le défunt était alors livré au monstre Amit, la dévoreuse des âmes. Cette créature monstrueuse était un mélange de crocodile, de lion et d'hippopotame. Elle était chargée de dévorer sur le champ tout défunt qui aurait été jugé coupable dans la salle du jugement. Dès que Amit dévore votre cœur, vous cessez d'exister. Et cette idée terrifiait les Égyptiens. C'était la pire des sanctions. Le scarabée du cœur, qui symbolise le cœur du défunt, est soumis à l'ultime épreuve. L'issue en sera sans appel, l'immortalité ou le néant. Le sort d'Annie est maintenant dans la balance. Les antiquités étaient entreposées dans une maison ayant un mur mitoyen avec l'hôtel Luxor. Quelques hommes se mirent à creuser et à percer un passage à travers les tendres briques crues pour pénétrer dans la maison. J'ai entendu du bruit, j'en suis certain. Personne ne peut entrer dans cet endroit tant qu'on monte la garde. Tout doit être chargé demain matin et la caravane doit être prête à partir au Caire. Et surtout, pas de retard. Il semblait imprudent de compter sur notre seule discrétion.
C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir un repas aux policiers et aux soldats. D'autant qu'ils avaient à la fois faim et soif. Ah, messieurs. Je viens vous dire au revoir. J'ai été rappelé en Angleterre, malheureusement. Vous allez nous manquer. Oui, on va vous regretter. Budge était un curieux personnage. Il avait un bon et un mauvais côté. Le bon côté, ce sont ses publications. Le mauvais, tout ce qu'il a volé en Égypte. Alors évidemment, je ne voulais pas partir d'ici sans vous avoir offert un dîner de remerciement. Pour vous témoigner toute ma reconnaissance et mon amitié. Ramzi? Tfadalou, 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 yaganha. Bon appétit, messieurs. Budge sait qu'en agissant ainsi, il risque sa carrière et de longues années de prison. Mais il est prêt à tout pour récupérer ce précieux manuscrit. Pendant que les gardes mangeaient de bon appétit, mes hommes pénétrèrent dans la maison et en sortirent l'un après l'autre tous les objets, toutes les caisses qui s'y trouvaient. Tout ce qui avait une quelconque valeur commerciale. C'est ainsi que nous avons sauvé le papyrus d'Ani. Ani est maintenant confronté à la fatidique pesée du cœur, qui lui vaudra ou non le paradis éternel. Ibimuati, Mikufsi, Aridushawa, Miryuga, Arimaba, Irimaki, Midushi, Digarik, Arai, Agasnata. Par cette incantation-là, le mort ordonnait à son cœur de ne pas le trahir, de ne pas divulguer des choses comme « Au fait, j'ai couché avec la femme d'un autre » ou bien « J'ai volé ». Il nie tout en bloc. Il est parfait, épatant, pas de problème. Certains affirment que le scarabée du cœur aurait été une ruse pour surmonter l'épreuve de la pesée. Mais j'y vois plus que ça. Dans un moment pareil, une personne a besoin d'être calme et prête à ce qui va se passer. Elle doit ne faire qu'un avec ses sentiments. Or, pour les Égyptiens, le cœur était le siège des sentiments. La balance est en équilibre. Ani est proclamé justifié. Il est autorisé à gagner le paradis. Arrivé au terme de son voyage, il peut enfin séjourner dans les champs des roseaux. Pour Ernest Wallis Budge aussi, l'aventure touche à sa fin. Garde! Debout, espèce d'incapable, allez! Idiot, ouvre la porte de l'entrepôt, dépêche-toi enfin! Pousse-toi, laisse-moi entrer, va vérifier la caravane. C'est pas possible! Tout a été volé! Il ne reste rien, bande d'idiots! À l'aube, Budge et tous ses trésors naviguent déjà vers le Caire, à destination de Londres. En décembre 1887, Sir Ernest Wallis Budge est de retour au British Museum, et avec lui le papyrus d'Ani, dans son intégralité. Pour la première fois, un musée va présenter à ses visiteurs un exemplaire complet du livre des morts. Mais ce que Budge va faire alors est aussi controversé que l'homme lui-même. À son retour au British Museum, il découpe le papyrus, de façon à pouvoir l'étudier. Il fait coller chaque partie sur un panneau de bois, ce qui rend la traduction plus commode. D'un point de vue scientifique, on pourrait presque le lui pardonner. Mais d'un autre côté, il a à jamais détruit l'intégrité de ce papyrus.
Budge poursuit sa carrière au British Museum en tant que conservateur des antiquités égyptiennes. La plupart de ces 140 ouvrages sont encore publiés de nos jours. Pourtant, ils soulèvent eux aussi la controverse. Il a écrit beaucoup de livres grand public rapidement et sans grand soin. Et ses traductions étaient déjà dépassées au moment de leur publication dans les années 1890. Budge jouit d'une réputation ambivalente. Il a été très productif, mais son savoir n'a pas toujours été considéré comme fiable. Et ses méthodes de collecte laissaient beaucoup à désirer sur le plan éthique. Moi-même, je lis ses livres, aujourd'hui encore. Ce sont des ouvrages très importants. La seule chose que l'on puisse lui reprocher, c'est d'avoir volé des antiquités. Sans cette formidable quantité de publications, aussi imparfaite soit-elle, il n'y aurait pas aujourd'hui le même intérêt pour l'égyptologie et les cultures antiques. Il a contribué, plus que tout autre scientifique, à faire connaître le livre des morts et la conception égyptienne de l'au-delà. Que Budge ait été un scientifique, un aventurier ou même un voleur, le papyrus d'Ani n'en reste pas moins sa plus grande contribution à l'égyptologie. Jamais plus il n'a fait de découvertes comparables. Personne d'ailleurs n'a mis au jour d'autres rouleaux de la même richesse artistique. Je me demande ce que le jeune homme dessiné ici penserait de tout ça. Excellente question. Je crois qu'il n'aurait rien contre. Ani aspirait à l'immortalité. Maintenant que le papyrus va être exposé dans ce musée, des millions de personnes vont lire son nom et certainement s'en souvenir. Vous devez avoir raison. Je ne sais pas où est Ani, mais j'espère que de là où il est, il nous donne sa bénédiction. Tant que nous nous poserons des questions sur le sens de la vie et de la mort, le livre des morts restera pertinent. Les anciens Égyptiens ont écrit ce livre non pas parce qu'ils aspiraient à la mort, mais parce qu'ils adoraient la vie et voulaient qu'elle dure toujours. Le livre des morts suppose que le plus bel endroit pour vivre, c'est ici, sur Terre. En fin de compte, le livre des morts des anciens Égyptiens est un guide à l'intention des vivants. Il montre le chemin de la moralité sur Terre. Mais l'ancienne Égypte reste auréolée de mystères. Les mystères de la vie, de la mort et de l'au-delà sont éternels. Des mystères que seuls peuvent éclaircir la foi, l'espoir, l'imagination et le cœur. La semaine prochaine, nous reviendrons sur le soulèvement des Germains il y a 2000 ans et sur les raisons de la débâcle des légions romaines de Varus. Votre soirée sur Arte. À suivre, Métropolis, pour un numéro surprise qui s'inscrit dans la journée mondiale des femmes. 22h55, L'art et la mort, un documentaire qui se tient à la limite entre vie et mort, justement où l'art se tient. On regarde ensemble. Ça change quoi d'être à la Maïf? Eh bien, à la Maïf, nous pensons qu'un assureur ne doit pas se contenter de couvrir les accidents. Il doit aussi vous aider à les éviter, en vous apprenant à adopter de bonnes habitudes quotidiennement.